de Paris, Guillaume Ancel, que vous connaissez bien, analyste, ancien officier, Jocelyn Coulon, ex-conseiller politique au ministère des Affaires étrangères, entre autres. Guillaume, Jocelyn, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Je commence avec vous, Guillaume. D'un point de vue militaire, là, il y a désormais 2 zones à surveiller, le front de l'Est, où les Russes progressent un peu, et l'incursion en sol russe par les Ukrainiens. Expliquez-nous le pari de Zelensky. Oui, en fait, il faudrait presque rajouter un 3e front, Patrice. C'est que l'Ukraine, en plus d'avoir lancé une incursion sur le territoire russe, où il revendique aujourd'hui d'avoir 1300 km², il faut le mettre en rapport avec les 17 millions de kilomètres carrés de la Russie, c'est quand même petit. Mais en plus de cette incursion, les Ukrainiens frappent très régulièrement en Russie, de plus en plus en profondeur, avec leurs propres moyens, c'est-à-dire des missiles et surtout des drones qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Et ils ont détruit notamment des dépôts pétroliers importants qui exercent une vraie pression sur le quotidien des Russes, c'est-à-dire en faisant tout simplement augmenter le prix de l'essence. Et ça inquiète beaucoup Poutine, parce que depuis 2 ans et demi, les Russes frappent régulièrement les installations énergétiques ukrainiennes sans obtenir de résultats réels sur un affaiblissement de la société. Mais on voit bien qu'il y a une espèce de contrepartie entre je frappe tes installations énergétiques, je frappe aussi les tiennes. Et du coup, on a le sentiment qu'aujourd'hui, tout le monde prépare ses cartes pour aller sur une table de négociation, mais sans arriver les poches vides. Parce qu'à ce moment-là, ce ne serait plus une négociation, mais une capitulation. Mais justement, Jocelyn, une négociation dans votre esprit. Puis on voit que les paroles ont changé un peu du côté du président Zelensky, même si aujourd'hui il a dit impossible d'avoir raison avec Poutine. N'empêche, il parle de négociation. Est-ce que c'est possible dans le contexte où militairement, quand même, les choses bougent encore? Moi, je dirais que ça a toujours été possible depuis le tout début. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Et je remarque que depuis 2 ou 3 mois, le discours ukrainien a évolué, a changé. Avant, on ne voulait pas en discuter, il n'y avait rien à négocier. Aujourd'hui, de plus en plus, je crois sous la pression des alliés, parce que les Ukrainiens se rendent compte que ça faiblit en Europe et que le résultat de l'élection présidentielle américaine n'est pas encore confirmé, bien entendu, mais il y a un risque que Trump arrive au pouvoir. Et les Ukrainiens commencent de plus en plus à parler de négociations. Je vois d'abord un mouvement du côté des Occidentaux. Les ministres de la Défense américains et russes se sont parlé à 2 reprises, au mois de juin et au mois de juillet, de longues conversations téléphoniques, bien sûr qui portaient sur la stabilité, mais aussi sur le dialogue. Voilà qui est intéressant, d'après ce qu'on a pu lire dans la presse américaine. Je remarque aussi que les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays se rendent soit à Kiev, soit à Moscou, ou que le ministre ukrainien se rend en Chine, par exemple, qui est un des partenaires essentiels de la Russie, pour discuter de paix. Je remarque aussi que le premier ministre indien s'est rendu à Moscou et ensuite à Kiev il y a quelques jours pour parler là aussi d'un processus de paix entre les pays. On n'a jamais vu une telle activité. Et j'ajoute à cela la conférence de Genève de juin dernier, où il y avait 80-90 pays qui sont venus manifester leur solidarité. Ça n'a pas donné de très grands résultats, mais je pense que les Ukrainiens ont compris qu'il fallait inviter tout le monde autour de la table parce que les Russes n'étaient pas là. Donc, c'est comme si on était en train, diplomatiquement et en coulisses, de construire une grande table complexe de négociation. Mais en attendant, Guillaume Ancel, le président Zelensky l'a répété aujourd'hui, il a besoin de plus de F-16, de missiles à moyenne portée. Où en est cette question justement de l'approvisionnement militaire pour les Ukrainiens? Il attend encore des choses parce que si jamais il se rend à la table, il faut pas qu'il y ait trop de pertes militaires. Absolument, Patrice. Et c'est bien ça l'enjeu. Les Ukrainiens savent que s'ils vont à une négociation avec les mains vides, c'est une capitulation. Et Poutine n'a jamais caché le fait qu'il aimerait bien imposer son ordre. Alors que quand les Ukrainiens, dans l'offensive de Koursk par exemple, ont fait de l'ordre de 600 prisonniers, ils ont conquis, certes, seulement 1300 km² de territoire, mais c'est presque autant que les Russes dans le Donbass. Que par ailleurs, ils sont capables de frapper loin à l'intérieur du territoire russe, ça, ce sont des cartes à jouer.
Et c'est pour ça que les Ukrainiens disent « Donnez-nous l'autorisation d'utiliser les munitions occidentales, notamment les missiles à moyenne portée, ceux que les Scalp et les Storm Shadow britanniques, ou les Américains pourraient fournir des missiles GA2SM qui ont des portées de l'ordre de 300-400 km. Tout ça, c'est pour faire pression sur la Russie et lui montrer qu'il est vain de continuer. En fait, si je reprenais le tableau de l'équilibre tout à l'heure, que vous aviez évoqué avec Jocelyn, c'est qu'aujourd'hui, les Russes ont conscience qu'au-delà du Donbass, ils ne sont pas capables de conquérir l'Ukraine en l'état. Et les Ukrainiens ont conscience aussi qu'en l'état, ils ne sont pas capables de chasser en totalité l'armée russe de l'Ukraine. Donc on arrive bien à ce moment d'équilibre où il faudra discuter, mais la question c'est d'arriver bien sûr avec le maximum de cartes. Jocelyn, rapidement là-dessus, après je vais vous poser la même question aux deux pour conclure, mais sur l'incursion dans la région de Kursk, parce que des gens ont dit c'est... officiellement, il a dit que c'est une zone tampon pour empêcher des attaques sur notre territoire. Mais dans le fond, on s'aperçoit assez clairement que c'est une monnaie d'échange, Jocelyn. Ça peut être une monnaie d'échange. En même temps, on peut se demander pourquoi dégarnir le front intérieur pour une poussée dans le territoire russe. Moi, je me pose des questions là-dessus et je pense qu'il y a plusieurs Ukrainiens qui se posent aussi cette question. Je remarque que les Ukrainiens doivent évacuer la ville de Prokoch, si je me souviens bien du nom de cette ville, de 60 000 habitants. Il faut qu'ils l'évacuent parce que les Russes marchent de plus en plus vers cette ville. Ils avancent. Et donc, on peut se poser la question de l'intérêt stratégique de cette percée, sinon pour un effet psychologique, ce qui fait que ça redonne de l'ardeur, évidemment, aux Ukrainiens et à l'opinion publique occidentale. Très bien. Guillaume, et je vais vous poser la même question, Jocelyn, ensuite, mais Guillaume, d'abord, le passage du temps profite à qui davantage, Guillaume? Moi, je dirais à personne, pour deux raisons. D'abord, ils alignent les morts et les blessés. Ils sont à 2 ans et demi de guerre. On pense qu'il y a eu plusieurs centaines de milliers de morts. Il faut multiplier par 3,5 le nombre de blessés. Des dégâts considérables estimés en centaines de milliards d'euros. En fait, plus le conflit continue et plus le bilan est catastrophique. Et je dirais qu'on arrive au moment où on voit bien qu'aucun ne peut l'emporter réellement. Donc l'idée, c'est d'arriver à arrêter le conflit, mais en empêchant que le conflit puisse reprendre plus tard. C'est l'inquiétude des Européens qui aident l'Ukraine, c'est de se dire est-ce qu'on ne donne pas un répit à Poutine pour qu'il remonte une armée plus puissante qui serait capable de reprendre. Donc je dirais que s'il y a une trêve ou un cessez-le-feu ou un accord qui va plus loin, on sera un peu dans la situation de la Corée, sans savoir à quel moment le conflit pourrait reprendre, parce qu'on ne l'aura pas réglé pour autant. Et c'est ça, à mon avis, la question des diplomates, c'est d'arriver à savoir si on arrive à un règlement du conflit ou si on est juste dans une situation transitoire, exactement, qui reviendra très vite. Jocelyn, conclusion, à qui le passage du temps profite? La Russie ne peut pas perdre et l'Ukraine ne peut pas gagner. Alors, on est dans cette situation-là, mais je pense que sur le court terme et même le moyen terme, le temps profite aux Russes parce que ce sont eux qui ont des moyens bien plus importants que l'Ukraine. L'Ukraine est un pays qui est bombardé quotidiennement. Les Russes ont montré qu'ils pouvaient frapper dans une vingtaine de villes à travers l'ensemble du territoire. Ils ont encore d'énormes moyens. C'est ça tout le drame de ce conflit. Jocelyn Coulon, Guillaume Ancel, merci beaucoup pour vos lumières, vos analyses. Merci, à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.